Admirez-moi ce décor de carte postale juste derrière moi. Eh bien, figurez-vous que nous nous trouvons actuellement dans l'ouest de Tokyo. Eh bien oui, la capitale nippone, ce n'est pas que Shibuya, Shinjuku ou Harajuku. Ça peut être aussi ce genre de décor avec de la rivière, du caillou, de la truite qui frétille dans l'eau. Et cette douce mélodie des flots qui se déversent dans la nature, c'est beau, hein, là tu peux la noter, me rappelle que finalement dans le News Show, nous avons eu la chance de rencontrer moult artistes et plus précisément des compositeurs de jeux vidéo. C'est très très précis. Ils nous racontent justement la place de la bande originale dans l'univers vidéoludique. On regarde. Ces dernières années, un public nouveau s'est rué vers les salles de concert symphoniques. Et ce, pour des événements à la gloire de l'art vidéoludique. Une preuve de l'attachement des joueurs à ce qu'on désignait il y a encore peu de temps comme de vulgaires bandes-son. Les airs les plus célèbres du jeu vidéo sont aujourd'hui des thèmes cultes. On en oublierait presque que quelques décennies plus tôt, nous n'en étions qu'au balbutiement. Au début du jeu vidéo, les producteurs nous demandaient de faire de la musique qui évoque un orchestre, du rock ou un morceau folk. C'était très amusant et intéressant d'essayer de rendre ce type d'ambiance avec des machines qui ne pouvaient jouer que 3 sons à la fois. Donc oui, j'ai une petite nostalgie de cette époque, parce que les challenges qu'on devait relever étaient très excitants. Et c'est quelque chose que je pense encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a toutes les possibilités dont on pouvait rêver en termes de composition, d'orchestration, de production. Mais ce que je regrette, c'est que les contraintes techniques de l'époque faisaient que les bandes son d'alors sonnaient vraiment jeux vidéo. Et j'aimerais bien qu'on puisse revenir à ce type de sonorité, même maintenant. Si ces mélodies sont devenues des hymnes à un degré comparable à celles du cinéma ou de la télé, c'est parce que ces compositeurs et compositrices ont su tirer profit de ce médium si particulier. On doit s'adapter lorsque l'on compose pour du jeu vidéo. Et même selon que l'on compose pour du jeu d'action, de combat ou du RPG. Il faut réfléchir non pas seulement par genre, mais aussi scène par scène. Une de mes préoccupations principales quand je travaille sur un nouveau projet, c'est que la musique ne doit surtout pas s'avérer lassante. Sachant que le joueur va l'écouter en boucle, il ne faut surtout pas qu'elle finisse par lui sortir par les oreilles. Là où je trouve que l'exercice présente des limitations, c'est que l'on doit parfois se restreindre pour ne pas écrire des choses trop musicales. Le problème, c'est que si on veut placer un rythme ou une mélodie qui a trop de caractère, trop de force, on prend le risque de supplanter, de prendre le pas sur l'action qui se déroule dans le jeu. Quand j'ai fait mes débuts dans le métier, je pensais naïvement que le rapport du compositeur au jeu n'avait que peu d'importance. Dans le sens où j'estimais que composer juste à partir de visuels et d'indications était suffisant. J'ai bien changé d'avis et selon moi, si le musicien aime le jeu pour lequel il écrit, ça fait toute la différence. Les avancées techniques ont boosté les possibilités esthétiques, ludiques et sonores. Mais avec ces révolutions sont également arrivés des enjeux économiques et une pression autour des blockbusters du genre. Espérons simplement que le domaine musical du jeu vidéo reste tel qu'il a été jusqu'à maintenant, un formidable espace de création et d'innovation.